Monsieur le Premier ministre, vous avez déjà réussi une chose, c'est que c'est sans doute la déclaration de politique générale la plus attendue depuis 2022. Et vous avez dit avoir fait un discours inhabituel. Permettez-moi de faire une réponse qui le sera tout autant, c'est-à-dire de ne pas m'en tenir à ce que j'avais écrit, mais de vous répondre directement. Peut-être déjà, pour commencer, dire que la première réaction, en vous entendant parler d'innovation démocratique lorsque le Parlement vote et qu'il est respecté, eh bien, je me dis combien nous étions-nous habitués à avoir une démocratie malmenée quand le simple respect du vote est devenu une innovation démocratique. La seconde chose, nous avons toujours eu un échange que vous avez souhaité être sur le contenu des politiques publiques et donc c'est par cela que je commencerai. Vous avez fait le choix, et je le comprends, de ne pas embraser tous les sujets. Mais l'écologiste que je suis ne peut être qu'inquiète de ne pas avoir vu la question environnementale, la question de la biodiversité au cœur des priorités. Si, Monsieur le Premier ministre, vous savez combien cela impacte au quotidien, les vagues de chaleur et les morts que cela entraîne, les inondations qu'ont subies nombre de nos concitoyens. Aujourd'hui, ne pas agir de manière ferme contre le réchauffement climatique, c'est laisser prospérer ces calamités environnementales. Et donc oui, cela est un regret. La deuxième chose, je veux dire mon inquiétude, car il y a aussi tout ce que vous n'avez pas dit pour ne pas froisser, et notamment des partenaires qui sont peu fiables. Quand j'entends Laurent Wauquiez à cette tribune utiliser des mots extrêmement durs et inacceptables sur les questions d'immigration, je me dis à la fin, où est-ce qu'ils vont vous mener, Monsieur le Premier ministre? Est-ce que, comme vos prédécesseurs, vous céderez sur les questions d'immigration à vos partenaires des Républicains? Oui, il y a une inquiétude profonde quand on voit l'extrême droite monter dans notre pays, que d'imaginer un gouvernement qui est en partenariat avec un parti dont le chef de ce parti dit la différence entre la droite et l'extrême droite, c'est la même chose qu'entre la pensée et l'arrière-pensée. Monsieur le Premier ministre, allez-vous laisser entraîner sur ces questions d'état de droit par vos partenaires? Enfin, vous l'avez dit, l'Assemblée demandait plusieurs choses. Pour les écologistes, il y avait le sujet environnemental, nous n'aurons pas une réponse. Puis il y avait les questions de justice sociale. Tout d'abord, je vais commencer par la question des retraites, celle qui était tant attendue, Monsieur le Premier ministre. Il faut quand même rappeler ce dont nous parlons. Nous parlons d'une réforme qui a été imposée par 49.3, que Michel Barnier, alors Premier ministre, a maintenue coûte que coûte, que vos collègues aujourd'hui, vos soutiens, ont refusé d'abroger par leur obstruction parlementaire. Il s'est aussi servi d'alibi à maintenir François Bayrou et son conclave, et finalement c'est aujourd'hui un élément de marchandage pour maintenir votre gouvernement. La réforme des retraites est une faute originelle. Elle devient aujourd'hui, j'avoue avec étonnement, l'assurance vie des macronistes. Alors je vais être extrêmement claire. Si notre Assemblée peut voter, nous voterons la suspension des retraites. Car oui, il vaut mieux l'empêcher de se dérouler pendant 1 an et demi que de ne pas l'empêcher du tout. Et ce vote peut être une première étape vers l'abrogation, puisque oui, il y aura quelque chose à dire pendant la présidentielle, c'est que si nous ne voulons pas qu'au 1er janvier 2028, cette réforme, elle reprenne, si nous voulons un vote qui l'abroge, si nous voulons un vote qui la suspend réellement, ça sera un président de gauche et écologiste qui le fera. Mais je ne peux que constater qu'une partie des méfaits de la réforme a déjà été appliquée. Depuis 15 jours, l'âge de départ a été porté à 62 ans et 9 mois, la durée d'annuité, donc de cotisation, à 170 trimestres, et qu'à l'inverse, le vote que nous aurons ne la suspendra que pour 1 an et demi, et que s'il n'y a pas de nouveau vote après les présidentielles, elle reprendra son cours extrêmement néfaste. Donc ça, c'est une première chose pour nous. C'est une suspension, mais une petite suspension. Voilà. Sur une réforme qui n'avait pas de socle politique, c'est insuffisant. La deuxième chose, c'est l'obstination que vous avez sur la question des ultra-riches. J'entendais, là encore, vos partenaires parler de justice. Mais où est la justice quand aujourd'hui nous avons des dynasties qui font des profits outrageux et qui les soustraient à l'impôt? Je parle des familles Arnaud, des Hermès, des Wertmeyer, des Bettencourt et des Saadé, dont le patrimoine boursier a progressé de 400% en 6 ans. 400%, pendant que les gens n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Les voilà qui s'engraissent, et voilà un projet de budget bien faible sur cette question-là.
Et oui, cela me tient aux tripes parce que, monsieur le Premier ministre, vous avez dit respecter cette Assemblée. Eh bien, dans cette Assemblée, la taxe Zuckman, elle a été votée. Grâce à mes collègues Clémentine Autain et Eva Sas. La taxe Zuckman qui pouvait ramener 20 milliards d'euros, remettre un peu de justice et d'équilibre, refaire contribuer au pot commun les ultra-riches, eh bien, celle-ci n'est pas dans le budget. À la place, nous avons une taxe sur les holdings financières pleines de trous qui ne permettra pas de taxer 95% de ce patrimoine des ultra-riches. Alors vous allez continuer, sans aucun doute, la politique de l'offre qui coûte bien cher, des milliards d'euros distribués aux entreprises sans aucune contrepartie, qui vont dans les profits et non dans les emplois. Moi, je veux prendre 2 exemples pour vous expliquer que cette politique de l'offre, qui aujourd'hui a dilapidé de l'argent, qui a été menée depuis notamment 2017, qui a été défendue coûte que coûte par le président de la République, n'a rien amené. Premier exemple, Sanofi. 1 milliard d'euros de crédit d'impôt recherche en 10 ans, et il a supprimé 3 500 emplois dans la recherche. Carrefour a bénéficié d'un allègement de cotisation d'1,5 milliard d'euros et dans le même temps, les effectifs en France sont passés de 112 000 à 75 000 salariés. Voilà, beaucoup d'argent dépensé et bien peu d'emplois créés. Aujourd'hui, cette politique-là, vous allez la continuer. Elle a creusé des déficits et c'est les Français qui vont payer. Et ce que vous n'avez pas dit dans votre discours de politique générale, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les projets de budget que vous avez présentés. C'est par exemple le gel des prestations sociales, notamment des pensions de retraite. C'est la sous-indexation des retraites de 0,4 points par rapport à l'inflation jusqu'en 2030. 2030, bien après la suspension de la réforme des retraites. Limiter la durée des prescriptions initiales d'arrêt maladie. L'augmentation des franchises médicales. Car ce que vous ne dites pas, monsieur le Premier ministre, et si vous êtes prêt à discuter de tout, vous avez quand même réaffirmé une trajectoire extrêmement claire, celle de l'austérité, que vous cachez derrière maîtrise des dépenses publiques, le refus d'augmenter les impôts pour les plus riches, et que vous parlez de la fameuse réforme de l'État. Ça veut dire de nouveau enlever des professeurs et des médecins. Voilà la réalité derrière votre novlangue macroniste. Enfin, monsieur le Premier ministre, il y a les questions de fond et il y a les questions démocratiques. Nous avons eu au sein du groupe écologiste et social des débats. Il n'y avait pas de vote évident sur la question de la censure. Vous l'avez vu, nous sommes profondément opposés aux orientations de votre gouvernement. Mais comme vous l'avez dit, nous devons, dans une assemblée, savoir travailler ensemble tout en étant opposés. Et pourtant, le groupe écologiste et social ira à la censure. Oui, parce que nous sommes opposés à votre politique, mais tout particulièrement parce que nous refusons d'assister sans réagir à l'accaparement du pouvoir par Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, vous devez reconnaître aujourd'hui, regardez autour de vous, il est bien loin, le temps où il y avait 361 sièges occupés par des soutiens du président de la République. Aujourd'hui, vous avez finalement 2 groupes qui sont en soutien du président de la République et qui sont largement affaiblis en nombre de parlementaires. Vous avez le groupe Horizon qui est certes dans votre majorité mais demande une présidentielle anticipée et donc le départ d'un président détesté. Et vous avez enfin les Républicains qui vous ont forcé par un tweet de leur chef à démissionner. Mais vraiment, pouvez-vous compter dessus? Vous avez un socle parlementaire fragile, en décomposition, affaibli et minoritaire. En d'autres termes, vous avez réussi une seule chose, c'est sans doute de nommer à votre gouvernement des visages jusqu'alors inconnus, laissant l'espoir que, comme vous l'avez dit, il serait détaché des partis. Mais finalement, ce n'est pas un gouvernement détaché des partis que vous avez constitué, mais un gouvernement subordonné à Emmanuel Macron. Parce que voilà, derrière la façade, ce sont les ex-conseillers présidentiels, des fidèles de Jean-Michel Blanquer, un ancien secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner et de nombreux fidèles du président de la République qui constituent votre gouvernement. Alors voilà. Non, nous refusons cette mascarade qui consiste à dire qu'on a tout changé pour rien changer, car cela a un prix, et un prix qui est élevé. C'est celui de l'affaiblissement du fondement le plus précieux de notre République, la confiance des citoyens envers celles et ceux qu'ils les ont élus pour les représenter. Cette confiance, vous le sentez, elle s'affaiblit. Elle est en train presque de disparaître. Parce qu'à force, il y a les mots et il y a les actes. Et sur cette question de confiance, alors certes, vous n'étiez pas Premier ministre, mais il y a des précédents avant vous. Je n'ai plus le temps d'y revenir. La dernière chose que je voudrais dire, puisque quand on suit passé note, forcément, le temps court, vous êtes gaulliste.
Eh bien voilà, vous m'avez cité le discours de Bayeux, je suis donc allée le lire, Monsieur le Premier ministre. Il y avait cette phrase du général de Gaulle. Le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature. Nous n'en sommes pas là, mais aujourd'hui, le trouble de l'État, c'est vous. C'est le refus d'Emmanuel Macron de lâcher les rênes d'un pouvoir. C'est l'imposition de la volonté d'une minorité à la majorité du peuple français. Et à un moment où nous faisons face à l'international réactionnaire, nous ne pouvons pas accepter, même sous des formes mondaines, même avec un discours bien posé, un accaparement du pouvoir. C'est la décision du peuple qui doit toujours primer. Merci beaucoup, Madame la Présidente Châtelain.